Vous êtes toujours sur France 24, bonsoir. Il est 20h30 à Paris. À la une de l'actualité, cette attaque à Las Vegas. Un Américain de 64 ans a tué au moins 58 personnes et fait au moins 515 blessés lors d'un concert en plein air hier soir. C'est la fusillade la plus meurtrière de ces dernières années aux États-Unis. L'homme se serait suicidé. L'organisation de l'État islamique a revendiqué la tuerie, une revendication que ne reconnaissent pas les autorités américaines. À la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé à l'unité de la nation et se rendra à Las Vegas mercredi. Alors, est-ce un test justement pour Donald Trump? On posera la question à Jean-Éric Brana. Il est maître de conférence à l'université de Paris-Assas et auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée chez Priva. En Catalogne, la large victoire du oui au référendum pour l'indépendance plonge la région et l'Espagne dans l'inconnu. Le président catalan Carles Puigdemont demande une médiation internationale pour sortir de la crise. Près de 900 personnes ont été blessées pendant la consultation dans des affrontements avec les forces de l'ordre, selon le gouvernement catalan. Enfin, en France, le procès de Abdelkader Merah s'est ouvert aux assises spéciales de Paris. Il s'agit du frère de Mohamed Merah qui avait tué 7 personnes, je vous le rappelle, dont 3 enfants à Toulouse et Montauban en mars 2012 au nom du djihad. Abdelkader Merah est accusé de complicité. Et on commence avec cette attaque à Las Vegas. Un Américain de 64 ans, je vous le disais, a tué au moins 58 personnes et fait au moins 500 blessés lors d'un concert en plein air hier soir. C'est la fusillade la plus meurtrière de ces dernières années aux États-Unis. Selon les autorités, l'homme s'est suicidé. L'organisation de l'État islamique a revendiqué la tuerie, une revendication que ne reconnaissent pas les autorités américaines. C'est en tout cas la fusillade, l'organisation a revendiqué que, à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a fait aucun commentaire sur l'état de l'enquête, mais il a appelé à l'unité de la nation. Il se rendra à Las Vegas mercredi. David Gilbert. Il est 22h, dimanche soir à Las Vegas, lorsqu'un homme ouvre le feu sur le public d'un concert en plein air, fauchant pendant de longues minutes par rafale des gens présents. L'Amérique s'est réveillée lundi sous le choc et les drapeaux sont mis en berne à Washington. Quelques heures après la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du pays, Donald Trump présente ses condoléances, une allocation sobre placée sous le signe de la foi. C'est un acte qui représente le mal absolu. Dans des moments comme ça, je sais que nous recherchons en quelque sorte un sens à ce chaos, une lumière dans la pénombre. Les réponses ne sont pas évidentes. Le président des États-Unis se rendra mercredi à Las Vegas, où plus de 500 personnes sont désormais hospitalisées. Le décompte des victimes se poursuit, alors que 40 000 spectateurs assistaient au concert de country visé par le tireur. L'homme de 64 ans surplombait la foule depuis sa chambre du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, où se trouvaient une dizaine de fusils automatiques. On se cachait car il y avait des tirs partout et il y avait des gens morts partout. C'était horrible. Un gigantesque mouvement de panique a suivi, faisant également des victimes. Pendant ce temps-là, les forces de l'ordre tentaient de stopper le tireur qui s'est finalement donné la mort avant leur intervention. Les motivations de ce retraité originaire d'une petite ville voisine du Nevada sont pour l'instant inconnues. Nous avons déterminé à ce stade qu'il n'y avait pas de lien avec une entreprise terroriste internationale. L'organe de propagande du groupe État islamique a néanmoins revendiqué l'attaque, affirmant que le tueur s'était récemment converti à l'islam, une version contestée par les services de renseignement. Là où en est l'enquête, cette terrible attaque est-elle un test pour Donald Trump? On pose la question à Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université de Paris-Assas, auteur de Donald Trump, c'est le dernier. Quel est votre dernier livre? Parce que j'ai justement... Trumpland, portrait d'une Amérique voilà, divisée. Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Stéphanie. L'enquête se focalise donc sur cet homme de 64 ans, Stephen Craig Paddock. Il s'était installé au 32e étage de l'hôtel. Que sait-on de lui? Comment a-t-il pu entrer avec un arsenal, puisqu'on parle de 10 fusils mitrailleurs? C'est ça. Alors, comment il a pu rentrer avec un arsenal? Il n'a pas dû rentrer avec les 10 armes d'un coup. Mais vous savez, le Nevada est un État très permissif, donc on peut se balader avec des armes au Nevada. Bon, pas forcément avec une Kalachnikov à la main. Quand on rentre dans un de ces hôtels qui sont des
gun-free zone, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une arme quand on rentre. On va la mettre au comptoir, on la pose sur le comptoir et on la range avec votre nom et vous la reprenez en partant. Donc on n'a normalement pas le droit de les mettre dans les chambres. Mais bon, si elle est cachée dans votre valise, personne va Personne s'en ne apercevoir. contrôle. Et non, il n'y a pas de portique à l'entrée, il n'y a pas de vigile qui vous fait ouvrir vos valises. Ce sera un peu difficile dans un hôtel, on s'en doute bien. Donc comment il a fait rentrer? Bien petit à petit. Et puis il s'est installé dans cette chambre 3 jours avant. On l'a aperçu un peu partout dans les casinos. Voilà. Ce qu'on sait, c'était donc un homme de 64 ans. On en sait un peu plus sur son père, qui manifestement était un homme très recherché aux États-Unis. Oui, on a appris ça, qu'il avait fait des attaques de banque qui étaient recherchées. Bon, je ne sais pas si ça a beaucoup de rapport. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on rapporte les faits d'un père au fils, du fils au père. Si on se constate cet homme-là, il a déjà fait pire que l'horreur. Et effectivement, personne n'a fait autant avant lui dans le summum de l'horreur. Donc, il a largement détrôné son père de ce côté-là. L'organisation de l'État islamique a revendiqué la tuerie. D'un autre côté, les autorités américaines sont prudentes justement sur ce lien avec l'organisation de l'État islamique. Parce que, vous le disiez en titre, c'est un vrai test pour Donald Trump. Que ce soit d'ailleurs ou que ça ne soit pas, c'est un test pour Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Donald Trump s'est fait élire sur l'idée qu'il allait être le président qui ramenait l'ordre. Il a beaucoup parlé de sécurité depuis qu'il est là. Il en a fait des tonnes quand même avec ses décrets contre les musulmans en disant que le mal allait rester à l'extérieur et qu'on allait le trier. D'ailleurs, le décret migratoire a été prolongé sur 3 pays supplémentaires, même s'il y en a un qui est sorti de la liste dernièrement. Donc l'idée pour les Américains, ceux qui ont voté pour lui, sa base, c'est que ça, on n'en veut pas. Et ça ne devait pas arriver. Donald Trump l'avait promis. Ses déclarations étaient fortes l'année dernière, l'année avant. Le Bataclan, c'était une horreur parce que nos gouvernements étaient faibles. Avec un président comme lui, il n'y avait pas d'équivalent du Bataclan. Eh bien, les États-Unis aujourd'hui se retrouvent avec, à la limite, bien pire. C'est un homme tout seul qui a pu canarder la foule et les tirer comme des lapins. Alors ça ouvre en tout cas à nouveau le débat sur le contrôle des armes aux États-Unis. On connaît évidemment la position de Donald Trump puisqu'il avait dit que en France, au moment des attentats, finalement, les Français auraient dû être armés. Il y aurait eu moins de victimes, c'est ce qu'il a dit à l'époque du Bataclan. Que va-t-il se passer justement? Est-ce qu'à partir du moment où le débat va être rouvert, y aura-t-il des mesures derrière? Non, rien du tout. Le débat, il n'est pas ouvert. Le débat, il est là. On continue aux États-Unis avec des progressistes qui aimeraient effectivement faire en sorte que ces armes-là, les AK-47, les M16, ne soient plus vendues, ne soient plus disponibles dans le commerce, qu'on puisse réprimer. Et puis, il y a tous ceux qui veulent défendre la liberté individuelle, qui expliquent que c'est la démocratie américaine, puisque le deuxième amendement, la révolution, c'était que le roi George avait demandé à ce qu'on saisisse les armes des révolutionnaires. Et ces gens-là en avaient besoin pour se défendre contre les Indiens, contre les bêtes sauvages et contre les Français, n'oublions pas quand même. Et donc à ce moment-là, ils l'ont fait inscrire dans la Constitution. Quelques années plus tard, 300 ans, 400 ans après, on estime qu'il faudrait avoir ces armes encore aujourd'hui. C'est bien sûr anachronique, mais on ne peut plus rien y faire. C'est dans la Constitution. Pour le changer, c'est très compliqué. Il faut passer par une procédure très lourde, 2/3 de chaque chambre, 3/4 des États qui ratifient. Et on ne les a pas. Majorité introuvable, bien entendu. Majorité introuvable. Cette attaque ne risque-t-elle pas alors justement d'entraîner une augmentation de l'achat des armes? Ah oui, immédiatement, et ça se passe à chaque fois parce que effectivement, les Américains ont peur qu'il y ait un mouvement du Congrès qui puisse aller vers une restriction. Ils se jettent sur l'achat d'armes, ils refont leur arsenal. À chaque fois, on s'aperçoit que les actions des vendeurs d'armes augmentent, comme ça s'est passé aujourd'hui, comme ça va se passer dans la semaine qui va suivre. Donald Trump a fait une très très courte allocution à ce sujet. Il va mercredi justement sur place. Qu'est-ce qu'on peut attendre du président américain finalement? Parce qu'effectivement, c'est un test pour lui. Un moment de communion, il va le présenter comme ça. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Il se raccroche à ce qui est une branche solide pour lui, la religion, qui n'était pas dans sa campagne là non plus, mais à laquelle on l'a vu adhérer depuis qu'il est président. On a vu son discours se teinter de mots religieux, d'images religieuses. Aujourd'hui, c'est encore une fois, comme on s'en aperçoit maintenant depuis plusieurs semaines, le bien contre le mal. Donc il va essayer de jouer cette carte-là, de garder cette ligne-là, en expliquant que tous les Américains doivent se réunir. Ce sera très difficile si c'est un ennemi intérieur comme on l'a visiblement. Si c'est un ennemi extérieur, le patriotisme joue généralement à plein aux États-Unis et donc on peut même être surpris qu'il ne se soit pas jeté sur la revendication de Daesh. Mais comme il avait promis qu'il ne laissait plus rentrer, il est donc lui sur la corde raide plus qu'un autre président en tout cas. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous, maître de conférence à l'Université de Paris Assas et Anthony